Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être venus jusqu'ici. Donc, on va vous présenter ce livre que vous connaissez peut-être parce que c'est une deuxième édition en fait. Mais la couverture ayant radicalement changé, il apparaît comme étant très nouveau et assez contemporain. Donc, il s'intitule Montpellier, une histoire millénaire. La première édition s'appelait Montpellier, balades et découvertes. En fait, on va vous raconter en quelques minutes la naissance de ce livre, de ce projet, il y a 7 ans, qu'on a fait tous les deux avec un éditeur qui s'appelait Christian Luisset et qui, en cours de route, nous a quittés, mais qui tenait tellement à mener à bien son projet qu'il était quasiment terminé. Vous m'entendez bien? N'hésitez pas. Et du coup, l'éditeur Yann Cruvellier de la maison d'édition Alcide, qui est basée à Nîmes, qui était un ami de Christian Luisset, a voulu que ce livre voie le jour. Donc on a travaillé jusqu'au bout pour qu'il soit édité. Et puis évidemment, au bout de 7 ans, la ville, comme vous le savez tous, ici, a beaucoup évolué, beaucoup changé. Des nouvelles constructions ont poussé un petit peu partout. Donc on s'est dit, bon, notre livre commence à dater un peu. Il manque des choses. Donc on va l'actualiser au niveau des photos, mais aussi du texte. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui devant vous, pour vous présenter un livre qui finalement est bien réactualisé par rapport à celui que vous avez pu voir depuis les années 2010-2011. En particulier la couverture. Oui, je voulais dire, en fait, une partie des photos de l'ancienne édition est restée, mais certaines ont été refaites quand même pour réactualiser, et d'autres nouvelles photos sont intervenues. Mais pour qu'il y ait une homogénéité dans le travail photographique, on a refait certaines images pratiquement les mêmes, mais avec ou une lumière différente, ou quelque chose qui s'homogénise avec l'ensemble du travail. Voilà, donc ça nous a demandé plusieurs mois, à nous deux, et puis aussi à l'éditeur et à son graphiste. Et vous verrez peut-être, si vous ne connaissez pas l'ouvrage, les photos sont traitées un peu en brillant, donc ça donne aussi une qualité à l'image. On va vous en présenter quelques-unes ce soir pour appuyer notre propos. Vous êtes peut-être tous de Montpellier. Je connais quelques personnes parmi vous, mais pas tout le monde quand même. Donc voilà, là, la place de la Comédie. Alors pourquoi la Comédie, hein, Le livre est structuré de la manière suivante. Je vous explique en 2 mots. En fait, on a décidé de faire une introduction historique pour situer le contexte. Et ensuite, on a proposé des parcours qui, à l'époque, ont été validés par l'Office de tourisme, hein, parce que je trouvais que c'était plus intéressant d'avoir leur avis de professionnels du tourisme à l'époque. Donc, on a créé 7 parcours faisables à pied. C'était notre souhait. Et le premier part de la place de la Comédie. Alors, c'est pas très original, mais en même temps, c'est vraiment le cœur de l'Écusson. C'est un lieu de rendez-vous, comme vous le savez sans doute. C'est vraiment un endroit attractif. Donc voilà, le premier parcours part de là. Ensuite, on peut peut-être passer... Oui. Si tu veux commenter ou on passe à l'image? Oui, on va passer après, par exemple, sur l'esplanade, et ça va... Je vous montrer un peu comment j'ai travaillé, c'est-à-dire qu'il y a certaines photos qui sont dans le livre et d'autres qui n'y sont pas. C'est qui m'a permis d'approcher mon sujet. Certaines photos ont été sélectionnées à la fin pour l'édition, mais il y en a eu plusieurs de fait qui sont un petit peu différentes. Vous allez voir un peu l'ambiance du travail, comment je l'ai conçu. Voilà. On vous montre les coulisses un peu aujourd'hui, parce qu'après... Sinon, il suffit de feuilleter le livre, mais on a eu envie de vous montrer aussi ce qu'on ne voit pas dans le livre. Donc là, vous reconnaissez les fontaines qui sont sur l'esplanade. Alors en fait, c'est des variantes des photos. Pardon. J'ai eu la main un peu lourde. Le parcours, en fait, si vous lisez le livre, en fait, vous guide tout autour de l'esplanade vers les lieux culturels, parce que c'est assez fabuleux à Montpellier quand même, ce centre où on peut passer d'un lieu culturel à un autre, dans un espace assez rassemblé.
Et ensuite, on s'éloigne pour retourner vers la gare, découvrir un bâtiment assez extraordinaire qui est un ancien centre commercial que vous voyez quand vous descendez la rue Maguelone sur la droite. Là, on n'a pas la diapo, mais elle est dans le livre. Et on arrive jusqu'à la nouvelle gare, qui est quand même assez fantastique aussi, ce grand hall, cette verrière de fonte de métal et de verre. On a essayé de montrer toujours les bâtiments que tout le monde connaît, les bâtiments anciens de Montpellier, qui en font sa caractéristique, et aussi toutes ces constructions contemporaines qui révolutionnent, qui font parfois polémique. Et donc, vous savez tous sûrement que les différentes municipalités ont fait appel à des architectes de renom, qui font qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Montpellier en France et à l'étranger. Donc on a voulu aussi que ces ouvrages soient dans le livre. Donc, par exemple, par rapport à la gare, il n'y a aucune photo de l'ancienne édition qui a été conservée, évidemment, parce que ça a complètement changé. Donc le parking qui est derrière la gare. Vas-y. Ensuite, là on passe directement au Pérou. Alors on a fait un parcours aussi qui remonte la rue de la Loge. Pourquoi ? Parce que c'est un axe à Montpellier qui est incontournable, qui structure l'écusson. Donc on monte comme ça de la place de la Comédie jusqu'à la place du Pérou. Donc nous on a décidé de s'arrêter pour ce parcours, encore une fois pour que ce soit faisable à pied dans un temps relativement limité jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et là je voulais vous dire quelques mots de l'ancienne prison. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît l'histoire de l'ancienne prison qu'on voit là sur l'image. Si ça vous intéresse que je vous raconte un petit peu. Parce que moi ça m'a beaucoup intéressé quand j'ai travaillé sur le livre. Cette prison en fait que j'ai connue enfant, je voyais des prisonniers à l'époque, elle a été ouverte jusque dans les années 80. Elle est construite sur le modèle qu'on appelle pennsylvanien. Donc l'architecte est allé à Philadelphie pour étudier des modèles de prison. Enfin, il est allé un peu partout, mais voilà, on lui a demandé de choisir ce modèle d'architecture autour d'une aile centrale, d'un cœur comme ça, avec deux faisceaux, pour avoir un centre pour les prisonniers, un centre de circulation. Et en même temps, voilà, on ne le voit pas très bien en fait quand on est dans la ville, mais en réalité, si on prend un peu de recul, ou ceux qui ont la chance de pouvoir monter, je pense peut-être en haut de la cathédrale, la prison est absolument fantastique en fait dans sa construction. Tout ça pour des raisons de conception pénitentiaire, à la fois d'isolement des prisonniers, mais aussi quand même d'avoir un centre pour mieux surveiller les cellules qui sont tout autour. Voilà, donc c'est le modèle de Philadelphie. C'est une architecture pénitentiaire spécifique. Voilà, maintenant le nouvel aspect des boulevards avec les trams. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les lumières pour ces photos, effectivement, pour avoir toujours des ambiances très chaudes et très chaleureuses. Et là, maintenant, on va passer sur le Pérou. Et j'ai toute une série, vous allez voir, avec les variantes que j'ai faites, qui ne sont pas toutes dans le livre. On vous laisse admirer, parce que Claude a refait vraiment tout le travail et en fait, sur ces monuments-là. J'ai tourné autour pendant assez longtemps, plusieurs fois, et j'ai cherché la lumière. Surtout, j'ai beaucoup de lumières de fin d'après-midi qui sont toujours des lumières toujours plus intéressantes au niveau des couleurs. Voilà, à mesure la lumière descend, donc les couleurs changent. Vous avez noté que en quelques années, les monuments anciens changent aussi, c'est-à-dire que autrefois on avait des grilles qui délimitaient toutes ces zones-là, et puis les grilles ont été retirées. Donc aujourd'hui, on a un autre rapport quand on se promène au Pérou. On peut s'asseoir plus librement sur les pelouses. L'espace paraît beaucoup plus dégagé qu'il y a quelques années encore, où tout était délimité.
et protégé. La photo de Jean Moulin, je pense que là, peut-être tous ceux qui sont ici connaissent l'anecdote. Je n'ai pas besoin de raconter, du coup. Si, voilà, vous reconnaissez, enfin là on voit en petit, mais donc c'est Jean Moulin, c'est une des photos les plus célèbres hein, de Jean Moulin, avec son feutre. Et il a réellement posé là, et c'est un de ses amis qui l'a pris en photo en 1939 à cet endroit. C'est pour ça qu'ensuite la municipalité a posé une plaque en mémoire de l'homme et du moment. Voilà, ça s'est vraiment passé ici. Voilà, maintenant on va passer au quartier de la cathédrale. Oui. S'il y a des choses à dire. Oui, vas-y. Voilà. Voilà, il y a la place de la Canourgue. Voilà, alors là, pour ceux qui connaissent, vous reconnaissez la montée vers la cathédrale, mais quand on est au bout de la Canourgue. Et on avait envie de vous montrer cette photo. Bon, d'abord, c'est une belle photo. Quand on est là, on voit la cathédrale, donc ça c'est assez extraordinaire, parce qu'on voit toutes les tours. Et puis, je voulais vous raconter une anecdote sur la fontaine des licornes, parce que je l'aime beaucoup, et que là, c'est pareil, quand j'ai fait des recherches sur la fontaine en elle-même, alors, il y a son histoire et il y a sa symbolique. La fontaine a suivi finalement les différents hôtels de ville de Montpellier jusqu'à une certaine date. Au départ, elle était installée place de l'hôtel de ville, qui est l'actuelle place Jean Jaurès. Et ensuite, elle a été mise là quand l'hôtel de ville a déménagé dans l'hôtel de Belleval, avant qu'il devienne le tribunal de grande instance. Voilà, ça c'est son cheminement dans la ville. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est la symbolique de la licorne. Donc il y a 2 licornes hein, qui sont sur cette fontaine, parce que les licornes, en fait, sont dans la légende des animaux qui sont les premiers à boire l'eau des cours d'eau. Et ces fontaines qui ont été installées dans Montpellier, il y en a plusieurs, donc l'ont été au XVIIIe siècle, à un moment où il y avait une volonté hygiéniste d'amener l'eau dans la ville, etc. Donc j'ai trouvé intéressant ce choix de l'animal qui teste la pureté de l'eau, voilà, pour donner peut-être confiance aux habitants avant qu'ils se décident eux-mêmes à la boire. Quelques images de la cathédrale. La cathédrale qui a été donc restaurée depuis quelques années, donc elle l'avait été entre 2010, 2011, et voilà pourquoi aussi de nouvelles photos. Avec ces célèbres poivrières. Le jardin des plantes aussi, que vous connaissez sans doute, qui a été un des premiers jardins des plantes de France hein, au XVIe siècle. Alors là, on arrive à l'arrière de Saint-Roch. Hein. Saint-Roch, oui. Donc Saint-Roch a une histoire aussi assez... vous voyez la photo, vous reconnaissez l'arrière de Saint-Roch, la partie un peu en ruine. En fait, on a l'impression que c'est une église en ruine, mais pas du tout. C'est simplement qu'elle n'a jamais été achevée. À un moment donné, dans le processus de construction, la ville a manqué d'argent. Une loterie a été organisée, donc c'était pas mal comme idée, mais en fait, ça n'a pas suffi. Donc l'église est restée inachevée. Si vous regardez bien, les gargouilles sont inachevées aussi. Donc elles sont en bloc. Là, on les voit pas les gargouilles, mais elles forment des blocs qui n'ont pas été travaillés parce que voilà, c'était terminé, quoi. Donc c'est une anecdote qui fait aujourd'hui que le lieu est très charmant. Mais je pense qu'à l'époque, il y a des personnes qui ont dû être assez frustrées de ne pas pouvoir mener les travaux à leur terme. Donc là, c'est le centre d'art contemporain La Panacée, pour ceux qui y vont de temps en temps. C'est un lieu très attractif. En même temps, les expositions sont quelquefois difficiles à aborder, mais des médiateurs sont en place, toujours très à l'écoute et toujours très passionnés par ceux qui le font. Donc grâce à eux, on peut aborder les œuvres plus facilement. Et c'était l'ancienne école de médecine aussi. C'était un lieu qui autrefois était dédié à la science. Rabelais, dit-on, y a travaillé un peu. Donc
Donc c'est une histoire aussi d'un lieu comme ça qui a été reconverti, et c'est toujours assez intéressant et émouvant aussi quand on sait que la vie continue dans ces lieux sous une autre forme, mais c'est toujours finalement de la recherche. C'est plus de la recherche scientifique, mais de la recherche artistique, et toujours donc autour de l'humain. Alors la nouvelle mairie, hein, qu'on peut pas rater. Hein. Voilà. J'y suis allée encore ce matin pour la voir de plus près. Bon, peut-être là tu peux nous apporter ton témoignage. Sur la mairie? Oui, ouais. Sur ton travail de lumière. Là, j'ai cherché effectivement d'avoir l'ambiance avec le lez au pied. Moi, j'ai trouvé une lumière sympathique. Oui. Alors après, on a attaqué, donc à partir de la mairie, un travail sur l'architecture contemporaine de Montpellier. Et les images qui vont suivre, là, il y en a 3, 4. C'est un des bâtiments qui a été fait par Jean Nouvel. Mm-hmm. Et donc vous allez voir, il y a plusieurs variantes, mais en fait, on a choisi la variante où pour l'édition, pour le livre, où le bâtiment était le plus en retrait possible, parce que sinon c'était carrément une publicité. Oui, ça c'est compliqué aussi pour l'édition, quand il s'agit d'un bâtiment commercial. Voilà, donc cette photo-là, on ne la voit pas dans le livre. Et celle-là encore moins. Voilà celle qui a été retenue. Et ça donne bien l'ambiance du lieu. Voilà, et au premier plan, là, sur la gauche, vous voyez les sculptures de Guy Ferrer qui forment le mot tolérance sur la place donc Stéphane Hessel. Des statues assez mystérieuses. Donc le bâtiment de Philippe Starck, le nuage, hein, que vous connaissez aussi, et qui donc a été retenu pour être la photo de couverture. Donc ça a été un choix assez audacieux. Au début, je crois que Claude et moi, on n'était pas sûrs de nous. On était un peu surpris du choix de l'éditeur. Et en fait, tu veux raconter en fait, on a été surpris parce que nous, le premier livre, c'était assez classique, avec des... Surtout sur le Montpellier ancien traditionnel. Voilà. Et là, de seul coup, il nous a proposé cette couverture. Mais il nous a expliqué pourquoi. En fait, son graphiste a trouvé que la photo était particulièrement bien composée, avec des végétaux au premier plan, le tram qui arrive, qui est quand même aussi un symbole de Montpellier aujourd'hui, ce bâtiment contemporain. Certes, on aime ou on n'aime pas, mais il représente aussi la ville d'aujourd'hui, et ensuite un dégradé au niveau de la hauteur des constructions. Donc, pour le graphiste, dont la vie compte beaucoup aussi, hein, puisque c'est lui qui a fait la maquette, c'est lui qui a un œil différent encore d'une autre, c'était une image qui pouvait faire l'objet d'une couverture, qui pouvait accrocher dans les rayons, parce qu'il faut penser aussi à tout ça. La vie du livre, c'est pas seulement travailler, nous deux, les auteurs, c'est aussi faire confiance à l'éditeur, au libraire, aux gens qui travaillent sur l'objet livre, quoi. Et avec quelques mois de recul, finalement, je crois qu'on a bien fait, parce que Montpellier, c'est pas seulement la place de la Comédie qu'on voit sur nos livres précédents, c'est pas seulement le Pérou, c'est pas seulement les hôtels particuliers. C'est tout maintenant, c'est tout ça. Voilà. Après, vous avez le droit de ne pas aimer, hein, mais c'est aussi tout ça. D'ailleurs, il y a une telle profusion de nouveaux bâtiments qui se construisent à la périphérie de Montpellier que l'éditeur a déjà envisagé d'ici 2-3 ans de refaire une nouvelle édition avec les dernières nouveautés. Donc ça risque d'être sans fin. Alors là, on revient sur la place Stéphane Hessel. Voilà les sculptures. Donc cette œuvre, hein, qui a pour but d'inciter à l'acceptation de la différence, à la tolérance de toutes les formes de culte, de religion, tout ça. Alors, le pont de la République de Ruti-Ricciotti, voilà, qui est aussi, qui est particulièrement élégant, qui encore une signature, encore un architecte très très connu, hein, qui vient marquer le paysage montpelliérain.
Voilà, les différentes photos, il y en a eu 2, je crois, qui ont été retenues dans celle-ci. Ce qui est bien, c'est qu'on les voit en grand, parce que quelquefois dans le livre, c'est frustrant. Par rapport à la mise en page, on est obligé, le graphiste est obligé d'en rétrécir quelques-unes. Donc je pense que pour Claude, quelquefois, ça doit être un peu frustrant. Ouais. L'avantage du texte, c'est qu'en général, c'est la même police de caractère tout du long. Ou si je décide de faire un encadré, je le décide à l'avance. Alors que pour les photos, c'est... Oui, alors là aussi, c'est pareil, cette place, elle se discute, hein, mais on l'a mise dans le livre parce qu'on essaie d'être objectif, même si au départ, l'idée est compliquée à... Voilà. Oui, alors Lénine, je ne sais pas s'il est toujours là. Ben, oui, mais il avait comme projet de mettre Mao et Staline aussi à la base. Hein, donc, Ils sont... Oui. Alors là, il y a Churchill et De Gaulle, donc ça va, et Mandela. Voilà, donc, pour rattraper le Mandela. Quoi. Ben oui. Oui, je suis d'accord avec vous. Après, nous, on essaie encore une fois d'être objectif, on montre la ville telle qu'elle est, mais on a choisi de montrer ce qu'on voulait quand même. Mais il y en a eu, je crois, hein, à l'époque. Hein. Plus... C'est sûr. C'est sûr. Et là, donc, on termine aussi par 2 autres monuments. Celui-là qui est magnifique, quand même s'il est massif, tout ça, c'est quand même un bâtiment qui est original, d'une architecte femme, il faut le souligner, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc Zaha Hadid qui est décédée depuis. Donc voilà, les archives départementales de Montpellier, pierre vive. La photo, pardon. Oui, elle a... Au printemps, j'ai fait au printemps. Oui. C'était pas facile de l'avoir en entier, hein, croyez-moi. Voilà, et le lycée donc Georges Frêche de l'architecte Fouxas, qui est particulier aussi. Voilà, on a fait le tour des photos. Voilà. Si donc, vous en voulez plus, faut voir le livre. Hein. Alors après, donc, on a créé ces 7 parcours. On a intercalé vers la fin du livre un chapitre sur les détails d'architecture. On avait envie de ça aussi. Donc on montre des détails, par exemple, de heurtoirs, de portes d'hôtels particuliers. Donc Claude a photographié les heurtoirs, les impostes, hein, donc ces parties qui sont au-dessus des portes et qui quelquefois sont ornées d'une petite sculpture d'un Atlante. Ou voilà, on a montré les cariatides. Voilà. Donc on a essayé, à travers les images et les choix de chapitres, de montrer toute l'étendue de la richesse du patrimoine de Montpellier et des folies qui sont alentours. Donc on peut aussi finir par ça, c'est-à-dire les folies qu'on connaît, celles du XVIIe, du XVIIIe, et les fameuses folies contemporaines qui sont en train de pousser, Folie divine et l'Arbre blanc qu'on commence à voir là quand même de mieux en mieux. Voilà, donc la ville continue de montrer des éléments d'architecture qui sont assez significatifs. Et en fait, on pourrait faire une histoire des architectes de Montpellier, parce qu'à chaque époque, il y a des noms qui se dégagent, vraiment. Que ce soit à l'époque de Louis XIV, aujourd'hui, au XIXe, il y a toujours eu des noms comme ça qui ont marqué la ville. En fait, cette série de photographies présentées là, c'est celles qui ont été faites pour réactualiser le livre. Voilà. Voilà. Sinon, après, les hôtels particuliers, c'est davantage connu, mais c'est vrai que Claude a fait des photos très belles des escaliers, notamment ici, si on pousse les portes, c'est un peu comme à Pézenas, quoi. On voit des volets d'escaliers qui sont superbes. Voilà, on est à votre disposition pour toute question. Si je mettais un diaporama. Si tu veux, oui, bonne idée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aurais une question plus technique. J'aurais voulu savoir si certaines photos sont retouchées
Et d'autre part, les photos qu'on a vues qui étaient un peu aériennes de la gare, vous les avez réalisées comment? J'ai pas entendu la fin de votre phrase. Les photos aériennes, vous les réalisez comment? Par exemple, la vue sur la gare, comment vous avez fait ça? J'ai aucune photo aérienne. C'est pris du parking en haut? Oui, oui. Ah, la gare, oui, c'est du Oui. haut du parking. D'ailleurs, je me suis fait jeter pendant que je faisais les photos parce qu'on n'a pas le droit de traîner là-haut. Sinon, pour les photos, tout dépend ce que vous entendez par retoucher. Hein. Il n'y a pas de retouche majeure. Il y a des petits problèmes sur les contrastes des photos, des fois sur les lumières qui ne sont pas parfaites, mais en fait, elles ne sont pas retouchées vraiment. Quoi. Oui, vous laissez les tags sur les murs, il n'y a pas de souci. Ah non, il n'y a pas y a rien, tout est naturel. Ouais. Et parfois, on a des voitures, par exemple, autour de la cathédrale. Vous avez vu, c'est difficile d'éviter les voitures. Ça gâche un peu l'architecture, mais c'est tout le temps comme ça. Pour certaines photos, j'ai été obligé de revenir parce que c'était impossible, parce que soit il y avait un camion devant, soit, donc ça a pris beaucoup de temps, en fait. Merci. Oui, vous parlez de l'Arbre Blanc. Je suis très très surprise de son emplacement, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore les balcons, mais je trouve que ce bâtiment... Oui, ils ont peut-être commencé à les poser, mais justement, je trouve que c'est vraiment ce bâtiment qui, soi-disant, l'architecte est assez bien renommé, ça doit être un bâtiment superbe. Je pense qu'il ne va pas être mis en valeur. Moi, je trouve qu'il est vraiment encaissé, en fait. Je sais pas quels sont, alors, on va voir, en effet. De... On va voir ce que ça va donner quand il sera fini. Là, je l'ai vu ce matin derrière les palissades, mais il est tellement haut qu'on voit quand même bien. Je pense qu'il va être quand même très visible depuis les rives du Lez. Je pense. Après, c'est vrai qu'il est sur un rond-point, enfin, il est un peu dans un carrefour, mais on va le voir parce qu'il est plus haut que les autres, hein, nettement plus haut. Alors, oui. C'est sûr. Là, c'est le libre choix de chacun d'acheter un appartement génial, mais qui donne sur un axe. Oui. Voilà les fameuses voitures donc, qui sont incontournables, quoi. Ce sont les nazis qui s'en sont le mieux occupés. Ils avaient fait une piscine au centre, bon, pour s'amuser dedans, je suppose. Et après, ils avaient arrangé, c'est eux qui ont mis le plus d'argent, de temps, de soins dans le jardin. Je ne savais pas du tout, c'est une information que je Fort de retiens. café, c'est un prof de la fac qui nous l'a expliqué. Ouais, on n'entend pas. Je disais que le jardin des plantes, il n'y avait pas de sous pour s'en occuper, qu'on le néglige, alors que c'est le premier de France. Et que ce sont les nazis qui s'en sont le mieux occupés, ce qui est quand même fort de café. Ils avaient fait une piscine au milieu pour s'amuser, puis après ils ont soigné toutes les espèces des plantes. Et une fois qu'ils se sont barrés, que les Alliés les ont foutus dehors, eh ben on a tout laissé tomber, beaucoup de choses. Ils ont coupé des arbres, madame. Comment ? Ils ont quand même coupé pas mal. Oui, ils ont coupé des arbres, mais ils ont remis des espèces en valeur. Non, mais c'est pas moi qui vais faire leur promotion, ne vous inquiétez pas. Donc, alors là, ça m'étonnerait. Bon, mais je veux dire que c'est quand même paradoxal que des gens, des occupants s'occupent de ça. Oui, mais il manque... Oui. Oui, botanique. Il y a des serres très abîmées, il y a beaucoup de choses abîmées. Il y a eu une restauration, je crois, des serres, non, il me semble. Hein oui. Enfin, celui qui nous a fait visiter nous a dit que c'était vraiment... que les budgets manquaient. Alors oui, ça c'est vrai. De toute façon, les budgets manquent. La preuve, il y a une des entrées, l'entrée principale, qui est condamnée depuis des années parce qu'il manque quelqu'un pour garder cette porte. Moi, je pensais qu'on aurait pu faire peut-être des économies sur la mairie, des choses comme ça, des gros paquets, pour faire un beau jardin des plantes. Alors, oui. Alors, mais ceci dit, en fait, il appartient effectivement à l'université, donc du coup, c'est pas le même budget. Et les facs, je pense, voilà, l'université de Montpellier soigne son patrimoine quand même, mais
Ça doit coûter très cher. À mon avis, ils le font par tranche. Bien sûr que ça coûte très cher. Mais il me semble qu'une ville comme Montpellier méritait un peu plus de soins. Et on a l'impression qu'on a fait des trucs à la je m'en fous plein la vue, mais pas tellement dans le raffinement. Oui. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que le Jardin des Plantes, en plus, c'est un patrimoine très précieux parce qu'il date du XVIe siècle. C'est un trésor pour les étudiants et pour les professeurs qui continuent à faire de la botanique, voilà, à herboriser. C'est sûr. Donc, mais là, c'est pas entre nos mains. Il faudrait... c'est toujours une impuissance, c'est perpétuel. L'anecdote, elle est intéressante, par contre. Ouais, Je voudrais juste signaler que nous avons à Montpellier un magnifique herbier qui est le 3e ou le 4e plus beau, plus important du monde, qu'il est en cours de restauration. Je ne sais pas si vous avez prévu dans votre livre une ou deux photos de cet herbier qui vaut le détour pour ceux qui s'intéressent à la botanique. Il est en face de l'ancien hôpital Saint-Charles. Actuellement, il est en cours de rénovation sur une structure qui est à Saint-Jean-de-Védas parce qu'il fallait délocaliser pour pouvoir retraiter l'ensemble des herbiers. Donc voilà, c'est une mention intéressante pour ceux qui veulent avoir une visite un peu complète de Montpellier. Merci pour l'information. En fait, j'ai entendu dire qu'en effet, il était en cours de numérisation. C'est ça que... Voilà. Non, on n'en parle pas pour l'instant, mais on a fait une partie, en revanche, sur le droguier de Montpellier. Alors là, on n'a pas de photos. Encore une fois, on vous a montré plutôt les nouvelles photos, les nouvelles constructions. Mais on a quand même voulu mettre en avant le droguier de Montpellier parce que c'est important, méconnu, et aussi parce que c'est lié à mon histoire personnelle, puisque c'est mon grand-père qui l'a déménagé en fait des locaux dans lesquels il était auparavant et qui a déménagé toutes les plantes sur le campus de l'université de pharmacie. Et on a aussi parlé du musée de la pharmacie, donc, qui se trouve dans les locaux de la fac. Mais effectivement, on pourrait rajouter l'herbier dans la 3e édition. Ça pourrait compléter justement tout ce patrimoine médical et pharmaceutique de la ville. Merci. Si personne n'a de questions, on peut peut-être aussi discuter là de manière informelle. On ne part pas tout de suite. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Et puis, à bientôt, sans doute.